Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Rosenweig, qui est un invité particulièrement pertinent pour notre capsule de Doing Business in Asie du Sud-Est. Olivier, il a une carrière extraordinaire à l'international et il a exercé plusieurs fonctions de top management dans les pays d'Asie du Sud. Bonjour Olivier. Bonjour Magdalena, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire quelle était l'étape clé de votre carrière à l'international? Pour faire très court, j'ai été d'abord contrôleur financier en France avant d'être chef de projet responsable commercial en Thaïlande, puis directeur des opérations pour l'Asie-Pacifique à partir de la Malaisie, avant de partir en tant que DRH au Canada, quelques fonctions en Angleterre, puis j'ai été en charge de l'Amérique latine en tant que directeur général de l'Amérique latine. Et enfin, basé en Hollande, j'ai piloté en fait l'intégration entre deux gros groupes de 5000 personnes et 2500 personnes, encore jusqu'à récemment. Aujourd'hui, je travaille pour une autre société. Je suis en charge de l'Europe de l'Ouest pour le groupe Sarens. Et c'est quel type d'activité? C'est quel secteur? Donc, le groupe Sarens, c'est une société spécialisée dans la gestion de projets et l'engineering sur tout ce qui est transport lourd et élevage lourd. Donc, installation de centrales nucléaires, installation d'usines pétrochimiques, de tout ce qui est oil and gas. Donc, très tourné autour de ce genre d'activité. Donc, directeur RH, j'imagine que vous avez géré les équipes multiculturelles, surtout dans les pays comme la Malaisie ou la Thaïlande. Est-ce que vous nous pouvez présenter quelques caractéristiques de ce type de management dans ce pays? Alors c'est vrai que c'est très différent. Donc j'ai commencé ma première expatriation était en Thaïlande. J'avoue qu'en termes de choc culturel, on est vraiment sur des antipodes entre la France et la Thaïlande, ce qui est absolument passionnant. Pour donner un exemple très simple, en fait, quand je suis arrivé en Thaïlande, dans le cadre de mes fonctions, on avait besoin d'une étude d'engineering. Donc j'ai été voir mon ingénieur pour lui demander en combien de temps il pouvait le faire. Il m'a répondu très gentiment en 3 jours. Voilà, mon ingénieur Thaï m'a confirmé qu'en 3 jours il pouvait faire ça. Comme je venais juste de démarrer, j'avais beaucoup d'autres choses en tête. J'ai complètement oublié cette étude. Donc au bout de 5 jours, j'ai été le voir en me disant mais on en est où? C'est urgent, il faut que je le donne au client. Qu'est-ce qui se passe? Et donc la réponse que j'ai eue, l'étude est prête. D'accord, l'étude est prête. Donc elle est où? Elle est là, sur mon bureau. Pourquoi elle n'est pas sur mon bureau ou pourquoi tu me l'as pas donnée? Parce que tu me l'as pas demandé. Tu m'as pas dit de le mettre sur ton bureau. Donc ça a été mon premier, entre guillemets, très gros choc culturel parce que c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. C'est quelque chose qui est totalement illogique en France, mais c'est comme ça qu'on fonctionne en Thaïlande. Donc il a fallu vraiment apprendre ces codes-là. Être explicite. Rentrer beaucoup plus dans le détail, dire des choses qui paraissent totalement naturelles et totalement logiques, mais là il fallait vraiment le préciser, expliquer. Et vraiment apprendre à lire entre les lignes, puisque la culture asiatique, en fait, dans la culture européenne, on a tendance à parler vraiment avec le bas du visage. Donc on sourit, l'expression du visage se passe dans la bouche, pas en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, la Thaïlande, c'est le pays du sourire, il sourit tout le temps. L'expression est dans les yeux. Donc je ne sais pas du tout le décrire. Ce que je sais, c'est qu'il m'a fallu 6 mois pour comprendre, quand j'avais un interlocuteur en face de moi, de voir dans les yeux et de me dire « Oula, là il n'a pas compris ». Ou là, ce que j'ai demandé n'est pas possible, donc il faut que je revienne en arrière et que je repose des questions. C'est d'autant plus important parce qu'en Thaïlande, par exemple, c'est assez vrai sur l'ensemble de l'Asie-Pacifique, mais en Thaïlande en particulier, il y a une hiérarchie très définie par rapport aux fonctions et par rapport à l'âge. Donc à partir du moment où on est plus âgé ou à partir du moment où on est hiérarchiquement supérieur, le boss a raison. Donc on ne le contredit jamais, même si ce qu'on demande c'est pas possible. On peut imaginer que ça peut être un rêve d'un manager d'avoir les équipes qui obéissent. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait on va pas avoir le retour. Donc si on demande quelque chose de totalement impossible, on va pas avoir le retour que la question est stupide ou que la question n'est pas réalisable. Donc ça c'est très compliqué. Il va falloir réussir à lire dans les yeux, ce qui n'est pas du tout notre réflexe d'Européen, de lire dans les yeux que la question n'était pas bonne et que c'est pas possible. Donc ça demande vraiment une pratique et un apprentissage. En tant que conseiller des commerces extérieurs, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à nos étudiants? Comment faire du business? Comment manager les équipes?
en Thaïlande et par exemple en Malaisie? Alors, je crois que la première chose, c'est déjà de comprendre que les choses vont être différentes. Ça va être différent, ça va être vraiment, ça va être pas du tout sur les mêmes repères que ce dont on a l'habitude. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'une part comprendre ces repères. Et là, en fait, il y a souvent en fait un autre expatrié qui a déjà plusieurs années d'expérience dans ce pays-là. Il peut y avoir aussi un Thaïlandais, si je parle de la Thaïlande, ou un Malaisien, si je parle de la Malaisie, qui a déjà eu une expérience avec à l'international ou avec des internationaux, qui va pouvoir entre guillemets traduire et aider. Parce que c'est des façons très très rapides ou en tout cas qui vont faciliter justement ce genre de choses. Les CCE sont pas faits pour ça, c'est un petit peu le métier des CCE, donc des conseillers au commerce extérieur. C'est vraiment l'une des fonctions des conseillers au commerce extérieur et ça permet vraiment de comprendre, d'accélérer ces mécanismes. Donc ce que je disais sur la lecture dans les yeux, ce que je disais, enfin, une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est première fois que j'ai eu un Thaï qui m'a dit qu'il avait, à laquelle on avait un sujet, on a un problème sur un projet, donc un peu de pression, beaucoup de pression, et donc j'ai besoin de l'aide de mon Thaï pour faire une chose particulière. Et la réponse que j'ai eue, c'est Olivier, j'ai mal à la tête. Écoute, t'as mal à la tête, j'ai de l'aspirine, tu veux de l'aspirine? Ça me paraissait logique. Dans la culture Thaï, c'est le point juste avant la démission. Si ça, on n'a pas la traduction, on va pas comprendre. Et là, bon, quand on arrive en Thaïlande, on ne sait pas, je veux dire, c'est... Donc, c'est là où on a besoin. On peut perdre l'employé. On peut perdre l'employé par méconnaissance de la culture locale. D'où l'importance de s'adresser à des CCE, de comprendre les différences culturelles ou des expatriés qui sont là depuis plusieurs années et qui vont pouvoir aider. Olivier, la Malaisie est connue en tant qu'un pays où il y a plusieurs religions. Est-ce que cet aspect-là impacte les façons de manager les équipes? Alors, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Malaisie, donc c'est 60% de musulmans, 30% de Chinois et 10% d'Indiens. D'une part, dans la loi malaisienne, il y a certaines populations de musulmans qui sont appelés les boumis, qui, de par la loi musulmane, ont un certain nombre d'avantages, qui n'ont pas les autres. Donc forcément, ça impacte sur le mode de management des autres. Ensuite, comme c'est des cultures qui sont extrêmement différentes, dans mes équipes, il n'y avait pas de problème pendant les opérations à travailler ensemble. Donc, quand il y avait une opération de levage ou autre chose, il n'y avait pas de souci particulier. Par contre, dès que l'opération était finie, ce qu'on retrouve, c'est que immédiatement, ils se séparent. Donc, au sein de l'atelier, au sein des projets, même au milieu de team building, c'est extrêmement compliqué de les mettre ensemble. Ils ont tendance à se retrouver ensemble. Ça impacte le mode de management. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que par définition, il y a un certain nombre de fêtes musulmanes ou chinoises spécifiques à leur religion. Et donc, il faut connaître ces fêtes-là, puisque pendant ces fêtes-là, la population correspondante ne sera pas disponible. Donc, s'il y a une urgence ou il y a quoi que ce soit à gérer, par exemple, pendant le Nouvel An chinois, c'est impossible d'avoir un Chinois pour pouvoir travailler sur un sujet. Par contre, les musulmans, c'est possible. Pendant d'autres fêtes musulmanes, l'inverse. Donc, il faut aussi prendre ça en compte dans le mode de management. Quelle est votre expérience la plus marquante de point de vue managérial? Alors, d'un point de vue managérial, en Thaïlande, ce qui m'a le plus marqué, en fait, ça a été un moment très étrange pour moi. Je suis arrivé un jour, un midi, et il y avait un sandwich Starbucks avec je sais plus quoi de Starbucks sur mon bureau. Et donc, moi, j'avais rien commandé, ça n'avait rien à faire là, donc très surprenant. Et il y avait toute mon équipe qui était en train de glousser, à moitié à rigoler. C'est pas pour moi, donc je me suis adressé à mon équipe en disant c'est pas pour moi, ça n'a rien à faire là. Qui a commandé un Starbucks, c'est pour qui? Je vais quand même pas piquer la nourriture de quelqu'un d'autre. Et il rigolait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, au bout d'un moment, je dis, expliquez-moi, parce que clairement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et en fait, en Thaïlande, on avait donc un sous-traitant qui était là, ou plus exactement une sous-traitante qui était là, et visiblement, j'avais plus la sous-traitante. Dans la culture thaïlandaise, une femme qui offre à manger à un homme, c'est pour lui dire que l'homme lui plaît. Alors d'abord, j'ai pas forcément l'habitude de me faire draguer en France, et ensuite, culturellement parlant, j'avais pas du tout compris que offrir de la nourriture, c'était ça. En termes de management, c'est une situation très, j'ai envie de dire awkward en anglais, c'est ce qui résonne le plus. Gênante. Gênante, voilà, tout à fait. Où on se retrouve à dire très poliment à un sous-traitant, merci, mais je suis marié, merci, mais non.
C'est très, 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 très étrange. Si je prends le côté de la Malaisie, en fait, le plus étrange en termes de management, c'est cette histoire en fait de musulmans d'un côté et de chinois de l'autre. Dans la façon de faire du business en fait en Malaisie, il y a une catégorie de musulmans malaisiens qui s'appelle les boumis, qui sont très très privilégiés en termes de taxes, en termes d'avantages, en termes de préférences de job au sein de l'administration malaisienne. Donc les hommes boumis sont extrêmement privilégiés, pas de TVA, etc., etc., etc. Du coup, les autres, les femmes musulmanes ou les chinoises, ou les chinois et chinoises, sont, ils savent que pour obtenir les mêmes choses, il va falloir qu'ils travaillent plus. Donc ils sont plus efficaces. Ils sont beaucoup plus efficaces. Ils sont beaucoup, beaucoup plus efficaces. Donc ça, déjà, en termes de management, c'est très intéressant de voir cette combativité des femmes musulmanes ou des Chinois, parce qu'ils savent qu'ils sont pénalisés, donc ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Et aussi cette différence culturelle où il y a le côté musulman qui a de très gros avantages aussi en termes de qualité de culture, mais sur lequel, en fait, il va y avoir une grosse séparation par rapport à la culture chinoise, le rapport aux femmes, le rapport au travail, le rapport aux relations sexuelles ou autres, et avoir les deux dans les mêmes équipes, alors que ces équipes-là vont pas forcément vouloir travailler ensemble, c'est quand même très, très particulier. Et ils arrivent à travailler ensemble quand même? J'ai beaucoup aimé la Malaisie en termes de travail. Je trouve que les Malaisiens sont des hard workers, ils ont envie de bosser. C'était absolument, moi j'ai adoré bosser avec eux. Ce qu'on retrouve généralement, c'est qu'il y a des groupes. Donc il va y avoir les groupes de Chinois qui vont bosser ensemble, le groupe de Malaisiens qui vont bosser ensemble, etc. Quand on arrive sur un projet sur lequel j'avais régulièrement besoin de mélanger des Chinois et des Malaisiens, ça se passait bien. Mais dès que l'activité physique, l'activité de grue ou etc. de mon business, dès que c'était fini, ça se reséparait. Et ça se reséparait sur les team building qu'on a organisés, dans l'atelier, parce qu'on avait des ateliers de maintenance aussi, c'est pareil. Dès que la maintenance était finie, ça se reséparait, etc., etc. Même y compris en fait en termes de l'impact sur le business, puisque si on regarde en fait les moments de pause du business en Malaisie, il y a toutes les fêtes religieuses musulmanes, mais pendant les fêtes religieuses musulmanes, le business continue. Par contre, pendant le Nouvel An chinois, il n'y a plus rien qui se passe en Malaisie. C'est full stop. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc ça, il faut savoir. Il faut le savoir, c'est du culturel, ça a un impact sur le type de management. Là aussi, si on a une urgence un week-end, un soir, etc., ou même certaines semaines, il faut savoir à qui on s'adresse et quelles sont les fêtes en cours, parce que si on demande à un musulman pendant une de ces fêtes, ça ne va pas passer. Si on demande à un Chinois pendant une de ces fêtes, ça ne va pas non plus passer. Donc il faut savoir aussi à qui s'adresser, à quel moment. Olivier, je vous remercie vivement pour ce partage d'expérience et au plaisir de vous revoir. Merci Magdalena, avec plaisir.